Ok, bon, de retour. Désolé pour les petits soucis techniques, c'est toujours les aléas du direct. Ça ne marche pas à tous les coups. Voilà. Donc, je sais pas si vous êtes tous là, si vous avez pu reprendre. Nous étions 25 tout à l'heure. Bon, voilà, j'espère que tout le monde va actualiser sans perdre le fil. Alors, je vous explique rapidement le principe. Je sais pas trop si vous avez eu connaissance de ce live à partir de Phototrend ou du groupe Photo Infrarouge ou d'Instagram ou d'ailleurs. C'est vrai que ça a été un tout petit peu relayé à gauche et à droite sur les réseaux et les médias dédiés photo. L'idée, ça va être en fait que je vous fasse une retouche en live d'une photo infrarouge et le principe serait que vous posiez toutes les questions qui vous intéressent, que ce soit via la retouche sur Photoshop, soit directement sur la photo infrarouge. Donc pour ça, l'idée, ça va être de choisir une photo et de la retoucher de A à Z en temps réel, donc sans raccourci, sans quoi que ce soit. On va vraiment faire tout le processus sans accélérer, sans quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc, j'attends que tout le monde soit là. Tout le processus sans accélérer, sans quoi que ce soit. Bon, alors, on va choisir une photo déjà. Alors juste pour info, les photos qu'on a retouchées, là vous voyez, depuis les sessions précédentes, on a pas mal avancé, hein, parce que voilà les photos qui ont été retouchées lors des lives, en tout cas celles qui sont en haut, là, celles que je sélectionne. Donc on a déjà retouché 9 photos, donc c'est bien, finalement on essaye de tirer parti de ce temps de confinement voilà, pour bosser, pour avancer sur tous ces projets sur lesquels on n'a jamais le temps d'avancer. Alors, comment est-ce que je fonctionne? En général, c'est assez simple, c'est que j'ai des dossiers infrarouges à traiter. Et ces dossiers comprennent des photos. Et pour celles et ceux qui me rejoignent et qui n'ont pas encore vu le système que j'utilise, ce que j'utilise, c'est que j'ai tout un tas de petites enveloppes. Voilà, donc c'est des petites enveloppes avec des lettres. K, O, V, etc. En fait, dans ces enveloppes, je vais avoir des vignettes. Donc j'ai des vignettes. Donc par exemple, là, si je prends l'enveloppe Q, dedans j'ai des vignettes. Et ces vignettes, ce sont des photos que j'ai déjà éditées et choisies et que je vais pouvoir ensuite retoucher. Alors l'idée, c'est pourquoi je fais ça comme ça? Simplement parce que je sais exactement quelle photo j'ai envie de retoucher parmi la quantité phénoménale que j'ai. Et surtout, j'ai en bas le nom du fichier, donc je vais pouvoir le retrouver assez facilement. L'autre intérêt pour moi, c'est que c'est pas un post-it ou quoi que ce soit, c'est que j'ai une petite enveloppe, c'est ma petite mission du jour, et je vais avoir entre 2 et 10 photos à retoucher, alors ça dépend évidemment de la complexité, et ces enveloppes sont mélangées et assignées à des journées libres sur mon planning. Alors il se trouve que des journées libres, j'en avais pas des masses avant le confinement, là maintenant j'ai beaucoup de temps comme plein d'entre vous. Donc j'en profite et j'essaye de mettre à contribution ce temps-là pour avancer dans mes post-prod de photographie infrarouge. Euh, alors, pourquoi les enveloppes? Simplement parce qu'en fait, au bout d'un moment, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Et ça crée une petite surprise. Et parfois, quand on se retrouve avec une série de photos qu'on n'a pas forcément envie de retoucher parce qu'on n'est pas dans la bonne ambiance ou voilà,
eh bien ça oblige un peu à se bouger les fesses. Alors Epsi505 me demande si on peut visionner les anciens lives. Pas encore. Je les enregistre, enfin depuis hier je les enregistre, donc les premiers lives malheureusement n'ont pas été enregistrés, là maintenant je les enregistre, donc s'il n'y a pas de problème technique, et avec Twitch, bon ça marche mais pas tout le temps, alors soit c'est Twitch, soit c'est moi, on va rejeter la faute sur Twitch, mais il se peut que ce soit moi. Donc les anciens lives, en fait... les anciens lives, je les mettrai sans doute sur YouTube par la suite. Donc je ferai un petit montage, je couperai peut-être les parties qui sont moins intéressantes. Et vous pourrez ensuite retrouver le live sur YouTube, alors soit sur ma chaîne perso, soit sur Photo Infrarouge. Voilà, donc l'idée, c'est... donc là, on est quand même beaucoup plus nombreux qu'hier déjà. L'idée, ça va être que vous me posiez des questions. Je ne sais pas du tout déjà pourquoi vous êtes là, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes simplement là pour passer le temps, ou est-ce que c'est pour la photo infrarouge, pour Photoshop, etc., ou quoi que ce soit. Là, je le répète, on va spécifiquement retoucher de la photo infrarouge, donc c'est pas forcément les mêmes techniques de retouche qu'on va retrouver habituellement sur des images, mais on va dire qu'un bon 80-90% des méthodes que je vais utiliser, on va pouvoir les réutiliser sur n'importe quel type de visuel. Alors c'est principalement de la retouche qui va être de la retouche de lumière et de contraste et de chromie. On va pas faire de la grosse retouche de photomontage ou autre. Ben, d'une part parce que ça se prête pas aux photos infrarouges, en tout cas pas aux photos infrarouges que je réalise. Et là, ce sera pas l'objet. Donc on va voilà, surtout travailler sur les contrastes, les couleurs, les lumières, etc. Donc je pense que parmi vous, il y a des niveaux de Photoshop très différents, des débutants, des confirmés, des experts, etc. Pour moi, l'idée, ça va vraiment être dans un échange. Donc si vous êtes logué sur Twitch, vous avez le chat, et normalement, ce chat apparaît à droite de votre écran, si je dis pas de bêtises. Donc comme ça, normalement, tout le monde peut lire et voir les commentaires des autres, donc n'hésitez pas à échanger avec moi et entre vous. Je lis en direct ce que vous écrivez, donc n'hésitez pas à vous présenter, comme ça je sais un petit peu qui est là, vos pseudos, vos prénoms, comme vous voulez, et on va pouvoir échanger. Donc bonjour Bernie Maurice, super, et ben voilà, ça va être l'occasion de découvrir la photo infrarouge. Donc l'idée c'est d'être dans une discussion, hein. Moi si je retouche pas, c'est pas dramatique. Si vous avez tout simplement juste des questions sur la photo infrarouge, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Bonjour Thierry également, Photoshop ou Lightroom, très bien. Alors Lightroom, moi je l'utilise très peu, hein, pour tout ce qui est retouche de photo infrarouge. Pourquoi je l'utilise peu? Parce que à mon sens, Lightroom c'est vraiment le logiciel qui est fait pour traiter des photos en grande quantité. Et il est excellentissime pour ça. Donc c'est quand on a des séries, des reportages, des mariages, ce genre de choses-là. Moi mes séries en infrarouge, elles sont assez restreintes. C'est rare que je fasse une même série qui dépasse les 20 images. Je vais toujours être en dessous, alors que Lightroom commence à être vraiment intéressant quand on en a 50 ou plus et qu'on a beaucoup de traitements à faire. Alors c'est vrai que certains des outils sont plus intuitifs ou plus accessibles, plus agréables même que ceux de Photoshop. Après pour moi il y a un gros problème, c'est qu'en infrarouge, on a besoin d'inverser nos couches rouges et bleues la plupart du temps. Et Lightroom ne permet pas ça, donc sur les photos infrarouges, on va être obligé de faire un passage par un autre logiciel pour inverser les couches, etc. Donc on va être sans cesse, de toute façon, obligé de passer par un autre logiciel pour faire cette inversion. On ne peut pas le faire directement dans Lightroom. Voilà, donc Lightroom, je l'utilise, mais pas pour la photo infrarouge. Bonjour UPC, passez le temps, bah ouais, on est là pour ça aussi, hein, je crois, tout le monde. Bonjour EDA, super, rendu infrarouge, ok. Alors, première chose, il va falloir que je choisisse l'image aujourd'hui, donc est-ce que je vais fonctionner avec mes petites enveloppes ou est-ce qu'on va en choisir une ensemble? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des maquettes. Je vais peut-être essayer de travailler à partir de maquettes, ça m'a l'air intéressant. J'aimerais bien partir sur un truc un peu plus compliqué cette fois-ci, si ça vous va. Bonjour Ferjul. Ouais, alors, on va partir avec des photos prises effectivement avec un filtre infrarouge. Là, vous voyez, c'est mes maquettes qui s'affichent petit à petit. Vous voyez les vignettes apparaître normalement. Donc là, vous visualisez mon dossier perso. Qu'est-ce que c'est les maquettes? Les maquettes,
c'est des retouches Photoshop faites vite fait, bien fait. Donc vous voyez, la plupart des fichiers, je les nomme maquettes. En gros, c'est quand je reviens d'un shooting et je fais une retouche rapide. Et généralement, je la fais pas sur le fichier RAW, je vais la faire sur le fichier JPEG parce que je shoot en RAW plus JPEG. J'ai le RAW et le JPEG ensemble qui s'enregistrent sur ma carte mémoire. Je vais utiliser le JPEG. Pourquoi? Ben, simplement parce que c'est plus rapide. Et je fais un petit test de retouche pour voir si une image a bien le potentiel que je lui prétends. Et j'enregistre ces maquettes. Alors, d'un côté, c'est un gain de temps parce que ça me permet d'emblée de savoir vers quelle photo je vais m'orienter pour le traitement. Et c'est vrai qu'en infrarouge, parfois entre la photo brute et la photo finale, la différence est phénoménale. Et vous allez comprendre pourquoi pour celles et ceux qui ne pratiquent pas la photo infrarouge. L'ennui de ces maquettes, c'est qu'effectivement, on fait la retouche deux fois. C'est que je la fais une première fois grossièrement, rapidement, et ensuite je viens la refaire une seconde fois, beaucoup plus en détail, avec des détourages plus poussés, etc. Alors, je vous lis un petit peu. Donc, Ferjul, ouais, pour finir, effectivement, toutes les photos sont prises avec des filtres infrarouges. Là, vous en avez un petit panel et je pense que pour celles et ceux qui découvrent la photo infrarouge, ça va être assez intéressant parce que des filtres infrarouges, il y en a tout plein. Le filtre infrarouge classique, c'est le filtre infrarouge 720 nanomètres. Donc 720 nanomètres, ça veut dire qu'on va avoir des infrarouges sur la photo et très peu de spectre visible. Donc on a un tout petit peu de rouge en spectre visible. Là par exemple c'est du 720. Là c'est du 720 aussi. Ça c'est du filtre infrarouge classique. Après vous avez d'autres types de filtres. On a le 590 ici en photo brute. Je vais vous l'ouvrir en grand. Voilà. Donc ça c'est quasiment du brut de capteur. Du 590 traité, ça donne ce genre de choses là, ou ce genre de choses là. Ensuite. Enfin, voilà, on a tout un tas de types de rendus en infrarouge avec les filtres. Voilà, Ferjul. Donc oui, c'est pris avec un filtre IR, tout est pris là avec un filtre infrarouge. Ça va être vraiment l'objet. Alors après, si vous êtes nombreuses à vouloir autre chose que de l'infrarouge, n'hésitez pas à le demander, on peut bien sûr parler d'autre chose. Alors, Hermine, salut Hermine. Filtre IR Chrome, oui, alors filtre IR Chrome, c'est, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, j'ai travaillé il y a maintenant, enfin depuis 2 ans avec une firme américaine qui s'appelle Colarivision. Et Colarivision est un fabricant de filtres. Et il se trouve que j'ai mis au point avec eux un filtre infrarouge qu'on a appelé IR Chrome. Et le but du jeu de ce filtre, c'était de reproduire les rendus avec une végétation rouge, donc comme l'aérochrome, la pellicule de Kodak, mais directement dans le boîtier. C'est-à-dire qu'en gros, la photo brute, on a tout de suite sur l'image, dans le boîtier, quand vous shootez, vous avez un ciel bleu, des arbres rouges. Alors, attention, c'est un boîtier qui est modifié. C'est pas n'importe quel appareil, vous prenez pas votre appareil photo et vous mettez ce filtre, ça ne marchera pas. Il faut que l'appareil ait été modifié d'abord au niveau du capteur pour capter à la fois le spectre visible et les infrarouges. Alors, pas à l'aise avec le traitement des autres filtres. Hermine, bah oui, ça va être l'occasion. Du coup, c'est vrai que l'IR Chrome, le but du jeu, c'était de rendre le travail de post-prod le plus simple possible. Donc, effectivement, on a un rendu qui est tout de suite pas trop mal dans le boîtier, alors que sur les autres filtres, il y a un peu plus de boulot. Towanda, bienvenue et bon début. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Alors, Bernie Maurice, à part Photoshop, est-ce qu'il y a d'autres outils? Ouais, moi j'utilise pas mal de choses, on va les voir. Alors, selon l'image qu'on va choisir à retoucher, on peut faire différentes choses. C'est que moi, des outils, je vais en utiliser tout plein. J'ai Photoshop, je vais avoir, pour le développement RAW, je vais utiliser, alors comme je shoot avec du Canon, je vais utiliser Digital Photo Professional. Je vous expliquerai pourquoi, n'hésitez pas à me reposer la question si j'oublie. Je vais utiliser Photomatix, qui est un logiciel de traitement HDR. Je vais utiliser peut-être ICE, c'est un logiciel de Microsoft qui permet de faire des panoramas. Et je vais utiliser 3D LUT Creator. Donc oui, on va voir d'autres outils, j'espère en tout cas, sur l'image qu'on va choisir. Live HS hors service? Non, je sais pas, normalement ça marche.
a priori. Manu, salut Manu, bienvenue. Ok, Thierry, ok. Un peu orange avec un Nikon. Oui, effectivement, alors je sais pas, Epsi, si tu parles de l'IR Chrome, effectivement, l'IR Chrome est un peu orange avec les Nikon, c'est vrai. Le filtre IR Chrome rend un peu orange, et là, c'est vraiment une question de balance des blancs, c'est que, si on veut, le capteur et la latitude de balance des blancs sur Canon est plus large que chez Nikon. Et chez Nikon, on a une espèce de butée au niveau de la balance des blancs qui n'est pas aussi vaste que sur Canon. Alors c'est pas grave, hein, puisqu'on peut le rattraper en post-prod, mais quand on fait la balance des blancs dans le boîtier chez Nikon, avec l'IR Chrome et qu'on shoot, la végétation, on l'aura pas rouge, c'est pas possible. Sur le RAW, elle va toujours être orange, et on va être obligé d'aller au-delà pour aller vers le rouge, en post-prod. Sinon, brut, effectivement, t'as raison, ça dépend, c'est vraiment les constructeurs. Alors c'est vrai qu'avec Colari, quand on a conçu le filtre IR Chrome, on a essayé de travailler sur tous les boîtiers. Donc on a fait les tests chez Canon, chez Sony, chez Fuji, chez Nikon, etc. Et l'idée c'était de trouver quelque chose qui convient à peu près à tous les boîtiers. Donc forcément il a fallu faire des compromis pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que chez certains constructeurs, on va être obligé de travailler un tout petit peu plus en post-prod malheureusement. Mais voilà, comme on est sur quelque chose de très expérimental et que les constructeurs ne travaillent pas avec nous, hein, c'est-à-dire que Canon, Nikon, Fuji, etc. n'adaptent pas leur boîtier en fonction de notre filtre. Voilà, donc c'est un petit peu l'écueil effectivement Epsi. Alors Thierry, tu me demandes, est-ce que le filtre IR Chrome est utile pour ton boîtier? Ben, ça dépend, c'est quoi ton boîtier? Est-ce que tu me l'as dit? Tu l'as dit boîtier défiltré, mais défiltré comment? C'est quoi ton défiltrage? « 720, ah, et donc il est défiltré en 720 dans le boîtier, donc tu ne peux faire que du 720 et au-delà, c'est-à-dire du 850, 950, 1000. Si tu es défiltré en 720, c'est-à-dire que tu peux shooter au viseur et tu as directement des photos avec les arbres blancs, quoi, plus ou moins. Si je dis pas de bêtises. Si tel est le cas, si tel est le cas, a priori, non, l'IR Chrome ne te sert à rien parce que malheureusement, pour l'IR Chrome, tu as besoin d'une grosse partie du spectre visible pour obtenir les arbres rouges et le ciel bleu. Et avec ton 720, toute cette partie visible, elle est déjà coupée. Donc en mettant le filtre, tu ne la regagneras pas. Donc malheureusement, non, l'IR Chrome, il ne sera pas utile. Il faut un appareil qui est défiltré plein spectre, full spectrum, sinon ça ne marche pas. Alors Epsi, ouais, carrément, je serais ravi de pouvoir le faire. Par contre, il va falloir m'en envoyer parce que je n'ai pas d'image Nikon ici, c'est Colari qui en a, moi je ne les ai pas. Mais avec plaisir, je vous file mon mail et on peut faire du Nikon. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais on fera du Nikon. Bon, moi ce que je vous propose, on peut tenter, il y a un truc que j'aimerais bien faire. On peut éventuellement traiter cette photo-là. Ça m'intéresserait de soit tester celle-là, soit une autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, FGT photo, IR720, RAW-thérapie, très bien, DxO GIMP. Tac, 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 tac. Ouais. Faut pas hésiter à m'envoyer des RAW que vous avez, mais c'est vrai qu'on a ce petit souci d'oranger. A priori Canon, c'est vraiment la marque où on va aller le plus loin dans la latitude de balance des blancs et où on va réussir à avoir le bon rouge directement dans le boîtier. Sinon, on est obligé de toute façon, enfin c'est ce qui est annoncé hein, par Colari sur la page du filtre, c'est que certes, il n'y a pas de grosse post-prod nécessaire, donc on n'est pas obligé d'inverser les couches, etc. Mais il y a un développement RAW qui est nécessaire de toute manière. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir au moins rétablir la balance des blancs et il y a un petit shift, un petit décalage de balance à effectuer, sinon ça ne marche pas. Bon, alors, allons-y. Sinon, il y a une série que j'aimerais bien traiter. Alors, laissez-moi une petite seconde. On va faire ça
de cette manière. Je vais aller en 2016. Et on va aller chercher des photos un petit peu indus, si je les retrouve. Non. Voilà. Hop. J'aimerais bien faire ça. Est-ce que... Ouais, alors, quel boîtier choisir? Comment on choisit un boîtier Bernie? Pour choisir un boîtier, Canon ou autre, APS c'est largement suffisant, hein. Moi j'ai des APS Canon, j'ai différents boîtiers Canon modifiés qui fonctionnent très bien, hein, d'ailleurs. L'idée c'est qu'il faut du live view. Le live view c'est essentiel. Après c'est vrai que les nouveaux boîtiers Canon hybrides sont vraiment top pour l'infrarouge parce que ça permet, peu importe le filtre utilisé, de retrouver de nouveau le viseur. Alors qu'autrement, on n'a pas le viseur. Et c'est un peu le problème, c'est que sans le viseur, on est obligé d'utiliser le live view. Et pour certains photographes qui sont habitués à shooter directement à l'œilleton, c'est un petit peu dommage. Et après, n'importe quel appareil un peu récent équipé de live view, ça marche nickel, hein. Ouais, je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Moi, ça m'a l'air plus sympa. Donc ici, on va prendre 4729. On va aller en 2016. Alors, faire modifier en full spectrum, c'est possible. Pour modifier en full spectrum, l'idée c'est de... nous, on vous recommande en général de passer directement en France. Et en France, on a un artisan qui s'appelle Richard Galli, qui a une petite boîte qui s'appelle EOS for Astro et qui fait des défiltrages infrarouges. Et voilà. Et en fait, le tarif, après, ça dépend du boîtier, mais en gros, il faut compter à peu près 300 € pour le défiltrage en full spectrum. Donc, il faut lui envoyer le boîtier par la poste, il défiltre, et ensuite, il vous renvoie le boîtier une fois que c'est terminé. Donc, ici, on est 4729, 4746. 47. Alors là, il y en a eu beaucoup. 4729, 47, 46. Okay. Salut Cyril, alors le boîtier est une chose, mais alors ouais, l'objectif est un critère super important en infrarouge. En fait, le truc c'est que il y a beaucoup d'objectifs qui, si vous voulez, en fait les objectifs aujourd'hui sont traités, mais ils sont traités à l'intérieur, donc les lentilles, le verre est traité pour le spectre visible, mais pas pour les infrarouges. Et pareil, à l'intérieur, on a différentes matières qui vont absorber la lumière, mais qui risquent de refléter les infrarouges. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec certains objectifs, on a une concentration de rayons infrarouges qui se fait au centre de l'image, au centre de l'objectif, et on se retrouve avec un point lumineux, généralement rouge, au centre de son image. Et on appelle ça un hotspot. Ça, c'est simplement parce que tous les objectifs qu'on achète, traités ou non traités ou autres, peuvent être sensibles à ça, parce qu'ils ont été conçus dans l'optique de réaliser des photos pour le spectre visible et pas pour les infrarouges. Donc c'est pour ça que certains objectifs
ben, vont générer des hotspots vraiment très vilains sur vos photos et d'autres pas. Donc là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de liste officielle qui existe. Hein. De toute façon, les constructeurs d'objectifs ne vont pas le reconnaître puisque, a priori, leurs objets ne sont pas dédiés à la prise de vue infrarouge. Donc on va les avoir, on va trouver sur le net des listes. Alors il y a différentes personnes qui testent des objectifs, hein, qui passent leur journée à acheter, revendre des objets et à tester la capacité ou non de hotspot d'un objectif. Donc là, je vous conseille de vous renseigner. Le plus simple, c'est d'aller sur les groupes Facebook, de faire une recherche sur le nom d'objectif, de voir les photos qui ont été shootées avec, et de poser directement la question aux personnes qui ont les objectifs en question. L'idée, c'est que il faut faire attention, parce que c'est pas forcément les objectifs les plus chers qui feront pas de hotspot, c'est même parfois le contraire. Chez Canon, avec Pierre-Louis Ferrer, on s'est rendu compte notamment que le 1635 f4 est excellent, alors que le 1635 f2.8 en hotspot, il est vraiment moins bon. Après, moi j'utilise de plus en plus, alors là je ne l'ai pas équipé sur mon boîtier, je vais le récupérer là. On a toute une gamme d'objets, alors c'est les... Voilà, on a c'est un super Takumar 35, c'est un 35, voilà, 35, un 3.5 fixe. Donc un ancien objet, voilà, ils sont super efficaces ceux-là. Pas de hotspot et pas de traitement, donc ils donnent des couleurs super saturées en infrarouge. Ils ne coupent pas la saturation des couleurs et ça c'est vraiment extra. C'est presque parfois même trop saturé. Et voilà. Donc au niveau des objets, après je vous conseille de demander éventuellement à Pierre-Louis Ferrer, qui est aussi sur le groupe photo infrarouge, qui est très calé au niveau des objets, puisqu'il en a traité beaucoup. Ok, bon, on va attaquer le boulot de ces images-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer de tout développer. Je vous explique le délire. Cette image, en fait, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que cette photo-là, si vous voulez, ça a été pris à Sarlat, dans le Périgord. Par chance, j'ai réussi à avoir une photo où il n'y a quasiment personne dessus, alors que la ville, en général, grouille de touristes. Seul problème, c'est que Sarlat est une ville magnifique, mais on y allait un jour où le ciel était extrêmement couvert. Donc en termes de lumière, c'est pas terrible. Donc j'aimerais donner à cette photo, parce que je l'aime bien en fait, je la trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle me déplaît pas en tout cas en termes de panneau. J'aimerais vraiment lui donner un effet plus waouh, donc on va non seulement traiter de l'infrarouge, mais on va aussi réfléchir aux techniques qu'on peut utiliser pour en faire une image qui soit intéressante. Parce que là, elle ne correspond pas du tout à ce que j'avais en tête quand je suis venu à cet endroit, et on est resté assez peu longtemps là. On est resté assez peu longtemps sur place. Donc on n'a pas eu le temps en fait d'attendre que le ciel se découvre, et de toute façon ce jour-là il ne s'est jamais découvert. Donc on a un ciel qui est un peu chiant, qui est pas très intéressant non plus, où ici on est sur Aix. Voilà, donc l'idée pour moi ce serait d'essayer de faire vraiment l'arbre le point central du visuel, d'avoir l'architecture autour, de lui donner un petit peu plus de profondeur, de relief, et surtout après à la fin on tentera de faire quelque chose pour le ciel. Donc là c'est la maquette que je vous ai montrée, mais on va tout refaire, c'est-à-dire qu'on va vraiment repartir des fichiers RAW si possible. Donc pour repartir des fichiers RAW, je vais déjà tout développer. Donc là j'ai copié tous mes RAW, hein, ils sont tous dans un dossier. Donc a priori ça a été shooté au 630 nanomètres, donc 630 c'est entre le 590 nanomètres qui nous donne des feuilles jaunes après retouche et le 720 qui donne une végétation blanche. On est entre les deux là, donc c'est à dire que on est dans une image où la végétation normalement perd déjà un petit peu de couleur. On arrive vers du blanc crème, un blanc chaud. Donc, pour le workflow, voilà comment on va procéder, c'est que là j'ai tous mes RAW, déjà on va tout ouvrir dans Digital Photo Professional. Donc pourquoi DPP? Simplement parce que je suis sur Canon, et pourquoi je n'ouvre pas directement sur Photoshop ou sur RAW Therapy ou sur n'importe quel autre logiciel, sachant que je n'aime pas Digital Photo Professional, c'est un logiciel qui est mal foutu, qui est assez amateur, mais il a le mérite en tout cas de conserver la balance des blancs que j'ai faite dans le boîtier. Et en infrarouge, il est très important
de faire une balance des blancs dans le boîtier. Pourquoi? Parce que ça nous permet déjà de se projeter un petit peu dans ce que sera l'image finalisée. Donc là, je regarde un peu mes photos. A priori, elles sont à peu près bien exposées, sauf celle-ci qui est pas terrible. Mais comme j'ai exposé plutôt pour la cathédrale, pour l'église, pardon, et pas pour le ciel, on va dire qu'on s'en fiche pour l'instant. Et je vais me contenter de prendre tout ça et de tout développer en TIFF. Donc je développe des TIFF 16 bits. Pourquoi 16 bits et pas 8 bits? Eh bien simplement pour avoir un maximum de latitude dans mon fichier. Quand ensuite je vais inverser les couches, il faudra que le fichier soit suffisamment robuste au niveau de sa profondeur de couleur pour pas avoir de cassure ou d'aberration, etc. Donc là je vais lancer la conversion. Donc il y a 18 photos pour ce panneau. Elles sont pas toutes utiles, mais il y en a pour un petit bout de temps. Alors, quelle est la bonne balance des blancs à adopter pour les prises? Alors, il y a deux écoles, mais je vais vous montrer comment je procède. En fait, pour la balance des blancs, à la prise de vue, ce qui est très important, c'est qu'en infrarouge, alors ça dépend si vous êtes en full spectrum ou si vous avez un boîtier qui est déjà dédié à infrarouge, c'est que en fait, à chaque fois que vous changez de filtre et à chaque fois que les conditions lumineuses changent, il faut refaire la balance des blancs. Il y a peu de chances que vous puissiez utiliser les balances des blancs préenregistrées dans vos boîtiers, donc les balances des blancs soleil, ombre, lumière fluo, lumière incandescente, etc. En fait, en infrarouge, le boîtier devient hypersensible à toute variation. Alors certes, on peut toujours rattraper en post-prod. Moi, j'aime pas rattraper en post-prod, j'aime bien visualiser directement une photo, non seulement bien exposée, hein, chacun essaye de faire une bonne expo à la prise de vue, on ne shoot pas volontairement trop sur X ou trop sous X, sauf pour des usages spécifiques. Et bien en infrarouge, on va également, en plus de l'expo, faire attention à la balance des blancs. Et l'idée, c'est qu'elle soit vraiment le plus parfait possible dès la prise de vue. Donc pour ce faire, il y a deux écoles. Vous avez sans doute déjà entendu qu'il faut faire la balance des blancs sur la végétation. Ok? Je pense que voilà, certains d'entre vous ont déjà lu ça. Alors faire la balance des blancs sur la végétation, c'est-à-dire qu'en gros, on va dire à l'appareil que la végétation est neutre, est grise ou blanche, puisqu'on neutralise la végétation en faisant la balance des blancs sur la végétation. Ça marche si on veut que notre végétation, à la fin, soit grise ou neutre, ou blanche. Donc pour ça, ça veut dire qu'en fait, on a shooté en 720. Donc si vous êtes en 720 nanomètres, vous pouvez effectivement faire la balance des blancs sur la végétation. Sauf que si vous êtes par exemple en 590 ou quoi que ce soit, ça marche plus. Parce qu'en 590 ou en n'importe quel autre filtre, en fait, votre végétation, elle va être colorée. Vous allez avoir des arbres jaunes ou verts ou roses ou voilà. Donc si vous faites la balance des blancs sur la végétation, vous allez neutraliser ce vert, neutraliser ce rouge, neutraliser ce rose, etc. Donc vous allez perdre tout l'intérêt du filtre si vous faites la balance des blancs sur la végétation avec un filtre autre que le 720 nanomètres. Donc c'est pour ça que si vous faites du 720, oui, vous pouvez faire la balance des blancs sur la végétation. Si vous faites autre chose que du 720, non, vous faites la balance des blancs sur ça. Vous prenez une petite carte de balance des blancs et vous faites ça là-dessus. Si vous n'avez pas de grille comme ça, vous allez faire la balance des blancs, parce que tout le monde n'a pas toujours de petites cartes à portée de main, vous la faites sur du bitume. Moi, je fais la plupart des balances des blancs que j'ai faites sur mes photos, je les ai faites sur des trottoirs. Alors attention, faites quand même gaffe au gris, parce que, en fait, l'important, c'est pas la couleur que votre œil voit,
l'important, en fait, ça va être la réflexion dans les infrarouges d'une matière. Je vous explique. Une fois, j'ai vu un poteau qui était gris, peint en gris, donc un poteau dans la rue, voilà, un poteau, je sais pas si c'était électrique ou un lampadaire. Il était gris, mais il était peint en gris avec une peinture. Et cette peinture réagissait. Donc mon œil voyait ce poteau en gris. Je me suis dit, super, c'est gris, c'est neutre, je vais faire la balance des blancs dessus. Sauf qu'en fait, cette peinture réfléchissait vachement les infrarouges, et pour mon boîtier, c'était pas du gris, c'était du vert. Donc j'ai fait la balance des blancs là-dessus. Mon boîtier l'a vu comme du vert. En faisant la balance des blancs dessus, je dis à mon boîtier, attention, ça c'est pas du vert, c'est du gris. Donc le boîtier compense, et pour compenser le vert, pour le neutraliser, qu'est-ce que fait le boîtier? Eh bien il ajoute la complémentaire. Et la complémentaire du vert étant le magenta, je me suis retrouvé avec du magenta partout. Et c'est pas ce que je voulais. Donc faites attention à ça, c'est que, alors j'ai une petite photo, si je la retrouve, à vous montrer pour ça, il va juste falloir que je la trouve. Infra, rouge. Voilà, j'ai une photo que je montre souvent pour ça, parce que, voilà, ici, on est dans une image où, a priori, hein, la végétation et le tuyau ont, pour l'œil, une couleur similaire, c'est du vert. Sauf qu'en infrarouge, enfin, ça c'est la même photo prise en infrarouge à droite avec l'IR chrome. Voilà. Donc, ça c'est une photo que j'aime bien montrer quand on me dit, ouais, on peut reproduire l'effet infrarouge en post-prod. Non, on ne peut pas reproduire l'infrarouge en post-prod. Et là, typiquement, vous ne pouvez pas parce que dans Photoshop, si vous changez le vert pour le rouge, eh bien, le tuyau va se retrouver rouge aussi, en fait. Alors qu'en infrarouge, ça n'aurait pas été le cas. Donc, faire très attention à ça. Là, vous voyez, selon qu'on fasse finalement la balance des blancs, là, sur le tuyau, ou sur la végétation, ça ne rendrait pas du tout pareil. Alors que pour mon œil, vert de la végétation, vert du tuyau, bon voilà, ils sont un petit peu différents, mais c'est à peu près les mêmes. Donc faites attention sur quoi vous faites votre balance des blancs, si ce n'est pas une charte de gris comme ça. La faites pas sur n'importe quel gris, parce que si c'est une peinture grise, notamment des peintures de voitures ou autres, ces peintures parfois se comportent très différemment dans les infrarouges et donc on ne peut pas faire de balance des blancs qui soit efficace dessus. Donc privilégiez vraiment les petites chartes de gris et à défaut trottoir. Alors Towanda me demande est-ce qu'on peut faire un profil ICC avec une charte de couleurs. Ouais, on peut, mais là aussi le problème c'est que tu peux faire un profil ICC, mais je vois pas trop à quoi il te servira exactement ce profil en infrarouge. Parce que, encore une fois, l'infrarouge, c'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire de matière. C'est comment est-ce que les matières renvoient les infrarouges. C'est pas une couleur devient une autre. Ça marche pas comme ça. Si c'était effectivement une couleur devient une autre, on pourrait très bien falsifier à la perfection un rendu infrarouge. Or là, un même rouge va se comporter différemment selon la façon dont il réfléchit ou non les infrarouges. Bon, voilà là-dessus. Alors, où est-ce qu'on en est dans... Voilà, c'est bon, hein, tout a été fait. Ok, alors je vais relancer Photoshop et on va lancer le logiciel pour faire le panoramique maintenant. Donc c'est Image Composite Editor. Ouais, défiltrer en 720, c'est quand même bien de faire ta balance aussi. A priori, ta balance changera moins parce qu'une fois que tu sors en 720, tu l'as fait une fois et si les conditions climatiques ne changent pas trop, a priori, voilà, t'as juste à faire ça une seule fois. Bon, alors, on essaye d'avancer. Je relance Photoshop. On papote, mais ça bosse pas beaucoup.
Bon, alors je suis désolé, l'affichage du chat sur Twitch, ça marche quand ça veut. Hop. Alors, j'ai exporté mes TIFF qui normalement doivent être quelque part par là. De 29 à 46, ça doit être ceux-là. Ok, donc là on a tous les TIFF et je vais balancer tous mes TIFF directement dans Image Composite Editor. Donc ce logiciel-là, en fait, c'est un logiciel de Microsoft, donc ça ne marche pas sur Mac. C'est un logiciel qui est dédié pour les panoramas, donc c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas continué le développement. Donc il est gratuit, hein, vous pouvez toujours le télécharger, Image Composite Editor. C'est un logiciel qui permet de faire des assemblages de panoramiques. Et il se débrouille vraiment plutôt bien, mieux que Photoshop en tout cas. Après, il me semble que depuis 2015-2016, il n'est plus mis à jour malheureusement. Voilà, donc on aligne les images. Je vais essayer d'avancer un peu comme il est déjà midi. Ok, voilà. Donc là, regardez, on se retrouve donc avec l'assemblage de toutes mes photos. Et ensuite, cet assemblage, on va pouvoir choisir la façon dont il est projeté. Donc on peut choisir le type de projection de l'assemblage. Et surtout, on va pouvoir, regardez, se balader un peu dedans. Donc notamment ça va permettre d'avoir des lignes de fuite et des verticales qui soient le plus verticales ou horizontales possible. Et après trouver la projection qui passe le mieux pour vos images. Donc là moi ce que j'aimerais bien c'est avoir une image, je vais reprendre ma maquette. Hop, voilà ma maquette. J'aimerais bien quelque chose qui déforme pas trop. Donc ça déforme beaucoup trop par exemple. Et l'arbre se retrouve minuscule. Ça bombe les verticales, donc non, ça pareil. Ça, pire que tout. Ça, c'est une catastrophe. Sphérical, on est pas mal, et je pense que ça correspond à peu près à ce que j'avais lors de ma maquette. Ça, c'est non. Mercator, why not? Ça, non. Et ça, peut-être. Donc, on a cylindrical, Mercator ou sphérique. Je vais partir sur le cylindrique parce que c'est celui, vous voyez, qui me donne le plus d'espace en hauteur. Donc je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Ok, on passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être de recadrer l'image. Parce que vous voyez que j'ai pas toutes les matières partout. Il me manque des zones. Donc soit vous pouvez mettre auto-crop. Donc là, il recadre dans les zones où vous avez de la matière et tout le reste, c'est coupé, ça dégage. Donc c'est à peu près ce que j'avais dû faire, je pense, plus ou moins. Ouais. Je vais quand même essayer de garder un petit peu ce qui se passe là à droite. Et je vais me laisser un peu d'espace pour mon ciel quand même. Voilà. Et on va couper un peu en bas parce qu'il y a beaucoup trop d'espace, ça ne me sert à rien. Voilà, on va plutôt le faire comme ça m'a l'air pas trop mal. Ok, next. Et on va exporter ça en TIFF sur le disque. C'est parti. Donc on va mettre ça en TIFF. RAW aujourd'hui, TIFF. On enregistre et c'est parti. Ok. On peut fermer ICE. Et je vais
ouvrir mon image stitchée, la voilà, directement dans Photoshop. Voilà. Par réflexe, je duplique tout de suite l'arrière-plan. Donc j'ai fait CTRL-J et j'enregistre ce fichier immédiatement en format Photoshop volumineux. Alors pourquoi volumineux? Simplement parce que je sais que le fichier va dépasser les plusieurs gigas. On est dans un panoramique, donc j'ai tout de suite une image qui est assez énorme en termes de définition de fichier. Et voilà. Ok, donc maintenant le travail peut commencer. Comment est-ce qu'on va traiter ce genre d'image? Alors, on est sur une image a priori qui a été shootée en 630 nanomètres. Donc qui dit 630 nanomètres dit 630 nanomètres dit que normalement j'aurai une végétation un peu jaune, légèrement crème. En plus, là, on est couvert, donc on a peu de couleurs. Donc si j'utilise le mélangeur de couches, par exemple, et que j'inverse déjà ma couche rouge avec ma couche bleue et ma couche bleue avec ma couche rouge, vous voyez, on obtient ce genre de choses. On a une végétation qui est un peu crémeuse. Voilà. Je vais vous montrer un autre logiciel. Donc je l'ai déjà utilisé hier pour celles et ceux qui étaient là. C'est un logiciel qui s'appelle 3D Lutte Creator, que j'utilise assez souvent parce qu'il permet de retravailler sur les couches. Mais d'une façon que j'aime bien. Alors on a vu hier que parfois il peut produire des aberrations. Donc quand on est dans 3D Lutte Creator, je fais ici image depuis Photoshop. Et l'image va venir se charger dans 3D Lutte. Là voilà. Et je vais pouvoir ici travailler mes canaux rouge, bleu, vert et venir les inverser. Donc j'aime bien 3D Lutte Creator parce que je trouve qu'il a une façon super intuitive de bosser les couleurs sur une image, et notamment une image infrarouge. Donc là vous voyez, j'ai juste, je le recommence, j'ai juste à mettre le bleu à la place du rouge, le rouge à la place du bleu, et je me retrouve avec le même rendu que j'avais dans Photoshop avec mon mélangeur de couches. Là où ça devient intéressant, c'est que je vais pouvoir moduler, vous voyez, toutes mes couleurs, simplement en déplaçant l'endroit où je veux placer la sortie de ma couche bleue, de ma couche rouge ou de ma couche verte. Donc je vais pouvoir accéder à tous les rendus. Alors là c'est un peu compliqué parce que vous voyez que j'ai du mal à obtenir la bonne séparation de couleurs entre mes différents éléments. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, simplement que, en gros, dans une photo infrarouge, généralement, on a les mêmes types d'éléments qui reviennent. On va avoir le ciel, on va avoir les bâtiments, on va avoir la végétation et éventuellement les gens. Et pour obtenir des bonnes couleurs partout, ce qu'il faut, c'est avoir un maximum de séparation des couleurs pour pouvoir mieux les traiter séparément. Donc qui dit séparation des couleurs, dit en général un ciel bien, qui soit bien bleu, une végétation bien jaune, rouge ou blanche, etc. Et une couleur spécifique pour les bâtiments. Là déjà, ça va être embêtant parce que vous voyez qu'au niveau du ciel et des bâtiments, on est dans les mêmes teintes. De même, dans les ombres et la végétation, on est là aussi dans les mêmes teintes. J'ai que deux teintes et qui sont très mal réparties ici. Donc l'idée, ça va être de pouvoir les séparer pour pouvoir traiter cela séparément et mettre en valeur la végétation par rapport aux différents bâtiments qui composent l'image. Donc voilà, ici, faire une inversion de couche. C'est pas forcément le truc le plus utile. Donc, je vais essayer de faire quelque chose d'assez neutre et on va essayer de travailler avec quelque chose de neutre. De toute façon, on va avoir du détourage assez lourd à réaliser ici. Bon, 3D Lutte permet vraiment de gérer la couleur de plein de façons. Vous voyez, j'ai volume par exemple, donc avec volume, regardez ce qui se passe au niveau des contrastes. Je peux avoir des trucs qui sont d'emblée beaucoup plus sympas. C'est des outils qui n'existent pas dans Photoshop, ceux-là, et qui sont quand même vachement intuitifs, puisque en gros là j'ai juste un curseur à déplacer, et qui sont très agréables à manipuler, je trouve, et qui nous permettent d'obtenir d'emblée des rendus qui peuvent être très intéressants. Donc là vous voyez, regardez cette zone ici là en bas de l'arbre. En fait, simplement en travaillant avec ce volume, je vais réussir à créer de la profondeur entre l'arbre et la végétation en arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment ce que je cherche. Hein.
Et de même ici, on va pouvoir gérer différemment, hein. Vous voyez la température de couleur, je peux la travailler directement d'ici, hein. Ça marche. Hop, ça, on va le laisser à 0, ce serait bien. On peut travailler les noirs, les blancs, bon ça c'est comme dans Photoshop ou un logiciel de développement RAW. On peut tenter de récupérer les blancs, bon ici ce ne sera pas le cas, voilà. Bon, on fait ça, et une fois que c'est géré, on va pouvoir exporter directement notre lutte dans Photoshop. Donc je vais le faire ici avec lutte vers Photoshop. Et voilà, on a ici notre lutte, et c'est là que le travail va pouvoir commencer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, dans un premier temps, je vais préaplatir mon image. Donc je fais CTRL, ALT, SHIFT et E en même temps. Et l'idée, ça va être d'essayer de séparer la végétation du reste. Donc ici, je vais utiliser la sélection rapide, pardon, pour isoler entièrement tous les éléments végétaux. Et vous allez voir que ça va pas être une mince affaire sur cette image parce que la végétation est quand même très proche des bâtiments et des autres éléments. Donc j'ai pas trop le choix. J'essaye. Je vais peut-être essayer de resaturer un peu mes bleus d'abord. Vous voyez qu'on a très peu de séparation quand même. Donc avec la plage de couleurs, je vais voir si on arrive. Vous voyez que tout de suite, dès que je vais trop loin, on commence à choper des zones qui ne nous intéressent pas. Et notamment les bâtiments. Voilà. Là on va... ça va être un peu galère. Parce que voilà, on a très peu de séparation. Donc je vais déjà partir là-dessus, hein, ça va être une base, alors elle est très moche, mais on va partir de cette base-là. Alors le nom du logiciel précédent, il s'appelait 3D LUT Creator. Je vous l'écris là. C'est un logiciel qui est vraiment pratique pour tout ce qui est gestion des couleurs, pour la vidéo et pour la photo. C'est très efficace. Bon, donc là pour la sélection, je vais faire des sélections un peu complexes, c'est-à-dire que je vais mélanger à la fois la plage de couleurs et la sélection rapide. Voilà, je vais prendre tout un tas d'outils pour essayer d'avoir la meilleure sélection possible de ma végétation. L'idée d'avoir ma végétation, c'est que déjà, je vais pouvoir sélectionner et traiter séparément tout ce qui est béton et autres de la végétation. Ouais, il est vraiment cool comme logiciel, très cool. Il permet plein de choses. Après, il est pas facile à prendre en main. Là, je vous l'ai montré très rapidement sur la gestion des couches, mais pour y revenir rapidement, il y a tout un tas d'autres modules. Alors, sur cette image, ça s'y prête pas vraiment, mais avec cette grille, on peut faire des choses incroyables en termes de chromie. J'y reviendrai peut-être dans un autre live, hein, si vraiment ça vous intéresse, ce logiciel, parce qu'il est plein de promesses. Bon, l'arbre, c'est vraiment ce qui m'intéresse, donc je vais essayer, là je l'ai sélectionné avec la sélection rapide, je vais aller dans sélectionner et masquer. Et je vais essayer voilà, de choper un détourage qui soit le plus propre possible, s'il veut bien. Allez. Ok, je sais pas pourquoi il désélectionne à chaque fois. Les joies des bugs de Photoshop. Ouais, je sais pas pourquoi il n'a pas envie. Et ben, c'est pas grave, on va le faire à la main.
Et on va remplir ça en blanc. Donc là, l'idée pour moi, ça va être vraiment de parfaire le détourage de ma végétation. De désélectionner sur ce masque tout ce qui n'est pas de la végétation. Voilà. Comme j'ai une méthode assez simple, hein, c'est qu'on peut très bien mettre ici une couleur unie. Je vais mettre un vert bien moche. Voilà. Et là, vous voyez très facilement ce qui est sélectionné ou pas. Donc tout ce qui ne correspond pas à ce que je souhaite, je l'enlève. Alors, effectivement, une grosse partie de mes retouches, hein, ça va être malheureusement du détourage, mais ce fameux détourage, c'est un peu le nerf de la guerre quand on veut faire une image assez avancée. C'est-à-dire qu'il va falloir séparer tous nos éléments pour pouvoir les traiter à part. C'est ce qu'on a fait hier, hein, dans le visuel qu'on a traité. Voilà, donc là je suis à la tablette graphique, hein, j'ai une tablette graphique Wacom, donc ça me permet d'être plus efficace et surtout plus rapide, hein, au niveau de la peinture, parce qu'à la souris ça ce serait assez désagréable à réaliser comme opération. Donc là l'idée c'est d'aller vite et d'être assez organique dans mes mouvements, assez confortable. Hop, là on va laisser un petit peu sur les tuiles parce que on va se dire que c'est un petit peu de mousse. J'en laisse un peu. Donc vous voyez, c'est vraiment, j'essaie de voir toute la végétation qui a été prise, donc on est pas mal, hein. Ça c'est pas top, il va falloir le refaire. Là on en a un peu. Ça va en enlever, on va en enlever. Végétation, pas de végétation. Tac. Non, non. Ici, on va essayer de récupérer tout ce qui se passe dans l'herbe. Donc là, on va tout prendre pour l'instant. Voilà. Donc là, je suis en train de peindre sur le masque du groupe 1. Vous voyez mes calques à droite. Je suis en train de peindre en blanc sur le masque. Je ne suis pas en train de peindre en vert. Je suis en train de peindre en blanc sur ce masque-là. Et ça fait apparaître le calque vert qui est à l'intérieur. Ok, bon, alors, on se rend compte que moi, ce que j'aimerais encore bien sélectionner, c'est toute cette végétation là à gauche. Voilà, toute cette partie-là. Alors, on va faire sélectionner et masquer là-dessus. Et voilà, ok. Je sais pas pourquoi il bug. Ok. Bon, là, vous voyez cette zone là, c'est un peu compliqué par là. Parce qu'on a tellement peu de différenciation qu'on n'arrive même pas à voir qu'est-ce qui est végétal, qu'est-ce qui est minéral. Ça c'est tout le problème, hein, quand on n'a pas suffisamment de séparation de matière.
va essayer de faire confiance au filtre Photoshop là, mais vous voyez que c'est pas génial ce qu'il propose quand même. L'aperçu est beau, mais ouais, on va déjà prendre ça. Ok. Bon, voilà, là, je vais déjà enregistrer ça. Alors, sur cette image, avant de commencer tout ce qui est retouche classique, je vais déjà m'occuper de ce qui est structurel. Et ce qui est structurel, ce sont les effacements. Donc, voir tout ce que j'ai besoin d'effacer. Je vous avoue que sur ce genre de photos, toutes les présences humaines ne sont pas forcément souhaitées. Donc là, je vais déjà tenter d'effacer tout ce qui me gêne au niveau touriste sur cette photo. Donc je vais d'abord le faire grossièrement et puis j'affinerai au fur et à mesure. Donc bon, là, comme la photo à cet endroit-là, on n'est pas sur une zone vraiment d'intérêt, je suis pas obligé d'y mettre trop de précision non plus. Mais on va quand même essayer de faire ça bien. Sachant que j'ai repéré 2-3 touristes qui me plaisent pas sur cette image. Donc là, vous voyez, l'idée c'est d'abord d'y aller un peu grossièrement. On enlève les éléments et après on affinera au besoin. Donc ça, je le fais avec l'outil tampon, donc vous connaissez très certainement toutes et tous. C'est un outil qui me permet de copier des petites zones de l'image et de les coller à d'autres endroits en utilisant une forme de pinceau. Là, le problème, c'est qu'il y a des zones où j'ai assez peu de matière à copier. Vous voyez, j'ai très peu de sources de copie. Donc, il faut essayer d'étendre le plus possible et après de venir nettoyer tous les endroits où on a des duplicata, comme là ou là. Vous voyez, c'est des zones qui ont été copiées 2 fois. Et c'est ce qui trahit la retouche. Donc, on va essayer de les effacer un petit peu plus tard. Ok, alors là je change d'outil, je prends l'outil pansement pour faire les transitions entre mes zones. Donc ça va mélanger les densités et les couleurs de chaque pixel pour essayer de rendre les transitions le moins visibles possible. Ok, bon, dans un premier temps, je vais déjà m'arrêter là. Je vais aller effacer. Bon, les personnes au fond, on les voit pas trop, donc ça me gêne pas plus que ça. Bon, lui, il m'embête un peu. Désolé, monsieur. Donc, pareil, on va essayer de l'effacer. Salut Dimitri, welcome. Hop.
je crée un nouveau calque et on va effacer. Alors je vais le faire en deux temps. Je vais d'abord essayer de refaire cette zone. Bon, alors par contre, le temps passe très très vite, comme j'ai passé beaucoup de temps à répondre à vos questions. Malheureusement, à 12h30, je vais devoir vous abandonner, mais je reviendrai plus tard. Ok, donc là, on a effacé le bonhomme. Ce qui se passe en dessous, on s'en fiche. Sinon, non, c'est du 650, pardon. J'ai un filtre Rocolax, que j'aime bien. Voilà. Et on termine avec ça. Ouais, exactement, ouais. J'aime bien aussi, c'est qu'on est vraiment entre le 590 et le 720, donc la végétation a un beau petit côté crémeux. Alors je sais pas encore si on va le garder sur cette photo ou pas, je t'avoue que j'ai pas décidé. Là pour l'instant on en est surtout aux effacements des gens. Donc voilà, là on a déjà effacé les personnes qui me gênaient. On a commencé à détourer la végétation. Et voilà. Bon, alors, maintenant qu'on a notre végétation à part, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir la traiter séparément. Donc là, vous voyez, regardez, j'ai ma végétation qui peut être traitée séparément. Et si je veux la contraster, je peux la contraster. Et si je veux venir lui remettre un peu de couleur, c'est possible aussi. Je vais très bien pouvoir ici, avec la courbe de transfert de dégradé, je vais pouvoir venir remettre un peu de couleur dans ma végétation. Alors là c'est cool, il y a juste les troncs des arbres. J'aime pas trop les avoir. Donc je vais essayer d'isoler quand même mes troncs. Donc là vous voyez, j'ai essayé de sélectionner tous les tons sombres de mon image et je vais venir peindre en noir dans cette sélection. Ça va simplement me dégager les branches de mon masque. Alors il n'y a pas que les branches, hein. Vous voyez que je chope un peu d'autres choses aussi, c'est pas très grave. Voilà. Bon. Alors encore sélectionner et masquer, hein, toujours, pour essayer d'obtenir un masque un peu plus organique, un peu plus satisfaisant.
là, toujours avec sélectionner et masquer, hein, c'est vraiment l'outil un peu magique de Photoshop. Ok. Et donc ça, c'était mon ancien masque. Je le tag en rouge au cas où. Et on va se mettre nos effets dedans. Donc juste pour voir la différence, hein, c'était mon ancien masque, ça c'est le nouveau, regardez, alors il est peut-être moins précis sur certaines zones, mais je vais pouvoir récupérer, moi ce qui m'intéresse c'est surtout c'est le pourtour de cet arbre, voilà. Je vais pouvoir copier le pourtour de cet arbre et venir le coller ici. A bientôt Hermine, à plus, à plus, à plus. Ok, bon, voilà, on avance déjà sur cette image, hein, c'est pas encore, on est encore loin du compte, comme vous le voyez. Je vais encore détourer mon ciel, et comme ça, une fois que les détourages seront faits, on pourra commencer à réfléchir à la suite de la retouche sur ce visuel. Donc il y a du boulot, mais c'est ça qui est intéressant, hein, justement, c'est de pouvoir prendre le temps d'avancer tout ça. Alors je le ferai pas ce matin parce que là malheureusement, comme je vous le disais, on a passé beaucoup de temps à discuter de choses et d'autres et il va falloir malheureusement que je vous abandonne, pour manger notamment. Mais par contre, bon voilà, j'essaierai de revenir cet après-midi et sinon un peu plus tard. Et comme ça on pourra continuer cette retouche qui va prendre un petit peu de temps. Là, j'essaye de sélectionner un masque pour pouvoir isoler le ciel. Hop. Voilà. Tout ça, ça va me permettre ensuite de traiter mon ciel séparément du reste de l'image. Donc là, il y a encore un peu de boulot, pareil, pour parfaire ce masque, mais... ouais, le traitement des branches d'arbres. Alors, le traitement des branches d'arbres, comment j'ai fait? Parce qu'en fait, ici, il se trouve que dans mon masque de base, j'avais sélectionné tout l'arbre. Je le refais rapidement et je terminerai là-dessus pour l'instant. Comment j'ai fait? C'est qu'en gros, initialement, alors je vais refaire mon préaplati, j'avais sélectionné l'arbre d'une manière assez simple. C'est-à-dire que, hop, s'il veut bien me faire le préaplati, j'avais utilisé la sélection rapide, donc qui est l'outil qu'on a ici dans Photoshop, et j'avais sélectionné avec cet outil tout l'arbre. Donc je le refais rapidos. D'ailleurs on s'aperçoit qu'il y a des petites zones qui pourraient être encore améliorées. Ok, donc j'avais sélectionné l'arbre de façon assez rapide. On peut le sélectionner avec d'autres outils, hein, mais voilà, j'utilise celui-là pour l'instant. Ensuite, ce que j'avais fait, c'est que j'avais... hop, allez Photoshop, un peu de courage. Je suis allé dans sélection, sélectionner et masquer. Et ici, j'avais augmenté le curseur du rayon. Ce qui m'a permis en fait de permettre à Photoshop de détecter les contours, notamment pour les feuilles. Ok, donc je me retrouve donc avec un masque qui ressemble maintenant à ça.
Le seul problème, c'est que si maintenant, dans ce masque, je fais une modif, disons, allons-y, hein, je veux que toute ma végétation soit rose, par exemple. Ici, le problème, c'est que mes branches sont aussi affectées par ce rose. Et j'ai pas envie qu'elles le soient, parce que pour moi, c'est juste les feuilles qui doivent l'être, pas les branches. Donc pour ça, il faut que j'isole ces branches. Donc il me faut un masque des branches. Là, il se trouve que j'ai une grosse différence de densité, c'est-à-dire de luminosité, entre le feuillage et les branches. Donc l'idée, ça va être de travailler pour créer un masque qui m'isole les branches, sans avoir à venir les sélectionner péniblement au stylet de la tablette graphique. Donc pour ça, je vais utiliser des filtres qui vont convertir ce que je vois, là, l'image, en quelque chose qui ressemble à un masque. Ce que je veux, c'est avoir juste les branches et plus la végétation. Donc pour ça, regardez, comme ma végétation est jaune, je vais essayer de créer un masque qui isolerait à peu près les branches. Voilà, donc en gros là, j'ai les branches. J'ai les branches seules et j'ai pas la végétation. D'accord? Une fois que c'est bon, je vais dans Couche et je fais CTRL-clic sur RVB. Ça va me permettre de récupérer la sélection qui correspond au ton clair de ce que je vois actuellement à l'image. Or là, les tons clairs, maintenant, c'est mes branches, puisque je viens de les mettre en valeur. Hein. Donc là, j'ai une sélection, regardez, qui vient de s'activer sur les tons clairs de mon image. Donc là, les branches en l'occurrence. Et là, maintenant que j'ai cette sélection, je vais me servir de cette sélection sur le masque que j'ai fait précédemment. Et je vais venir peindre en noir, là-dedans. Voilà. Pour virer les branches. Ok. Et donc, alors je désactive tout ce que j'ai bidouillé entre temps, j'en ai plus besoin. Et regardez la différence maintenant. Mes branches ne sont plus affectées par le rose. Donc j'ai isolé les branches du reste. Donc ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin par rapport au truc méga brouillon que j'avais précédemment. Alors je vais essayer de le retrouver. Non, 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 non. Où est-ce qu'on était? Voilà, on était là. D'accord? Et maintenant, on est là. Donc, j'ai isolé les branches. Voilà, je suis vraiment navré tout le monde. Hein. Merci beaucoup d'avoir été là, de participer, de poser des questions, d'interagir. C'est super. J'aimerais qu'on puisse faire ça tous les jours tant qu'on est en confinement. Ce serait top. Sachez juste que moi, je suis là soit à 11 h, soit en début d'après-midi à 14 h pour des lives qui durent entre 1 et 2 heures. On essaie d'avancer sur des images. Alors, merci Bernie, ravi que ça t'ait plu. Alors, ça représente pas toujours autant de boulot. Là, je fais exprès de prendre des images un peu compliquées pour qu'on soit un peu dans une discussion fleuve où on voit plein de petites techniques. Parfois, ça met 2 lives pour aboutir une image, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Là, cette image est encore loin d'être finie et on a du travail dessus, on la terminera. Pas aujourd'hui, je pense, mais je la finirai, je l'avancerai. Alors, la suite du live, Jules, soit tu t'abonnes sur Twitch et tu auras un mail normalement dès que je me connecte. Soit sur Instagram, je poste une story, pareil quand je me connecte. Sur le groupe Facebook Photographie Infrarouge, pareil, je mets un post. Voilà, donc, mais généralement, ça va être tous les jours, sauf le week-end, soit 11 h, soit 14 h, et pour 1 à 2 heures de live, où on fait de la retouche, où on parle photo. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins fait de retouche, parce que j'ai passé une bonne heure à répondre un petit peu à vos questions avant de nous lancer dans la retouche de cette photo. Mais je vous garantis qu'on la terminera, comme on a terminé celle qu'on a traitée hier et avant-hier et le jour d'avant. Donc abonnez-vous sur Twitch ou peu importe où pour continuer à suivre, et comme ça on pourra continuer à échanger tous ensemble autour de ces images, de la photo infrarouge, des techniques Photoshop. Voilà, donc pour l'instant on en est là. Vous voyez qu'il y a encore du taf. Surtout il y a cette histoire de ciel, il va y avoir les bâtiments à traiter également. Enfin on a encore plein de petites choses à faire sur cette image. N'hésitez pas à préparer aussi vos questions pour la prochaine fois, hein, si vous revenez.
Et bah, merci à tous, en tout cas, bon courage pour cet après-midi, le confinement, tout ça, tout ça. Et j'espère à très très vite. Salut à tout le monde. Ciao.